Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité, c'est Mathias Bacchino. C'est le président Europe d'une banque en ligne qui s'appelle Trade Republic. Il va nous expliquer. Il a été trader avant. Il a vu des gens perdre 50 millions d'euros en une journée. Il a vu des gens faire des grosses erreurs. Il a vu des gens faire des gros succès aussi. Il va nous expliquer son point de vue, pourquoi il veut changer le monde des banques. C'est un sujet un peu axé finance, mais c'est hyper intéressant. Vous allez voir, parce qu'on a tous une banque. Il va nous expliquer ça, Mathias Bacchino. Mais juste avant, prenez 2 secondes pour vous abonner sur notre chaîne YouTube. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux sur notre chaîne Légende. On vous voit arriver en masse. On voit tous les commentaires aussi le soir. Moi, j'adore lire les commentaires quand on poste une vidéo. N'hésitez pas à commenter cette interview. On sort 3 interviews par semaine, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Et là, c'est parti avec Mathias Bacchino. On y va. Bonjour à tous, Mathias Bacchino, chez Legend ce matin, et on va essayer de vous aider à ne plus avoir peur de l'argent. Et ben voilà, en une prise. Merci Mathias. Je vais te reprendre le clap. Tu m'as dit, j'ai un petit challenge avec moi-même, c'est de ne pas faire 2 prises. Et ben tu l'as fait en une fois. Félicitations. Tiens, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bienvenue. Alors, bonjour à vous tous. Si vous découvrez Mathias Bacchino, on dit Bacchino, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Moi, j'ai repris la prononciation initiale. Mes grands-parents disaient Bassino, et moi, c'est Bacchino. En fait, alors, je vais expliquer. Tu es un ancien trader. Ouais. Tu as fait ce métier. Tu es parti travailler en banque après. Tu nous expliquais tout à l'heure. Aujourd'hui, tu es directeur Europe de Trade Republic. Tu nous expliquais ce que c'est. C'est une plateforme de trading, en gros. On peut acheter, on peut investir. Ça fait banque aussi. Hein. C'est une vraie banque contrôlée en Allemagne, comme une banque française classique, utilisée par plus de 4 millions de personnes en Europe. Ouais. Donc, c'est très gros. On va parler de ta vie, c'est ça qui est assez intéressant, c'est pourquoi tu as fui les banques, pourquoi aujourd'hui tu regrettes pas cette vie, mais tu expliques les travers et tu essayes d'expliquer aux gens les pièges qu'ils peuvent trouver là-bas. Tu vas nous expliquer, mais à 13 ans, les huissiers vident ta maison, tu as un vrai choc avec l'argent. À 29 ans, tu gagnes 300 000 euros par an. On t'a menacé de mort après sur Twitter quand tu étais trader. Tu te considères comme un banquier repenti, ça tu vas nous expliquer tout à l'heure, et tu rejoins Trade Republic en 2021, donc c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Tu es devenu patron France, puis patron Europe, donc grosse ascension, félicitations déjà. Merci beaucoup. On a un mois d'écart, tu es de 1985, Ouais, juin. tu as 38 ans aujourd'hui, père de famille, tu as 2 enfants. Ouais. C'est parce que moi j'ai vu des TEDx, tu as fait des conférences pour ceux qui connaissent les TEDx, tu as fait beaucoup d'interviews aussi un peu partout, où tu expliques que tu as vraiment envie de passer le message. J'ai 50 questions sur ça. Pourquoi tu fais ça? À quel moment? Qu'est-ce qui t'a choqué dans les banques? Et en fait, en regardant le sujet des banques, c'est un vrai sujet, l'argent, qui intéresse quand même beaucoup de monde, j'ai vu plein de rumeurs sur les banques. Est-ce que tu es d'accord que tout à l'heure, je te pose les plus grosses rumeurs sur les banques et que tu répondes honnêtement sur ce que tu as vu? Bien sûr, ouais, avec joie, je suis là pour ça. Si tu peux pas, tu me dis que tu peux pas. Mais en tout cas, si tu veux bien, tu m'y réponds à chaque fois, d'accord? J'ai eu l'occasion de dire que je considérerais que j'aurais bien fait mon boulot le jour où j'aurai un procès en diffamation de la Fédération bancaire française. Oh, je peux t'aider très, très facilement. C'est évidemment une boutade, mais je crois qu'il est temps, effectivement, de permettre aux gens de voir la réalité de l'argent et de les aider à reprendre le pouvoir quoi, sur cet outil. On va aller très vite sur ta jeunesse, mais en gros, tu commences la finance par hasard. Tu rencontres un trader à Hong Kong en 2005, tu as 21 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu fais à Hong Kong? Je suis allé passer les fêtes de fin d'année avec mon grand frère. Ah oui, rien à voir. Mon grand frère vit à Hong Kong depuis 2005. Et moi, j'étais diplomate à l'époque au Kyrgyzstan, qui est à côté de la Chine. Attends, tu étais diplomate en 2005. C'est-à-dire, à quel moment tu es diplomate à 21 ans? Je faisais mon stage de début de carrière quoi, dans la diplomatie. D'accord. Donc, je travaillais dans une ambassade. À l'époque, je voulais être diplomate depuis des années. Et donc, j'avais fait des études pour ça. Et j'avais un stage de découverte, entre guillemets, pendant 1 an, à l'antenne diplomatique française de Bishkek, au Kyrgyzstan. Et pour les fêtes de fin d'année, comme Hong Kong était pas loin, j'ai décidé d'aller voir mon frère. Et c'est vrai que là, j'ai rencontré en boîte de nuit, à une heure avancée de la nuit, un trader d'une grande banque américaine. Et il était passionnant, ce mec. Et j'ai découvert comme ça, à un moment où c'était en plein boom. Il faut imaginer, 2006, c'était l'âge d'or de la finance. Aujourd'hui, tout le monde veut être start-upper. En 2006, tout le monde voulait être financier à l'époque. Et donc, ça m'a pas mal attiré. Ouais. C'est une rencontre, comme souvent d'ailleurs. Tu parles russe, parce que Kyrgyzstan, c'est russe, non? C'est un pays d'ex-Union soviétique, donc il y a le russe est une des langues du pays. Et moi, j'ai appris le russe depuis que j'ai 10 ans.
c'est une longue histoire. Ouais. Donc là, si on veut bifurquer en russe, on pourrait continuer en russe. À l'époque, on aurait pu. Là, ça fait. T'inquiète pas, ça sera pas le cas parce que je ne parle pas russe, mais c'est juste pour savoir. Tu parlais complètement russe. Oui. Я немножко договорю по-русски, потому что я прожил год в Кыргызстане. Ah, waouh. Voilà. Donc j'étais vraiment à l'aise en russe, mais j'ai oublié le vocabulaire. T'imagines, ça fait 10 ans que je pratique plus. Il y a une époque où j'ai imaginé, au début des années 2010, aller faire de la banque en Russie. C'est une idée que j'ai vite abandonnée, malheureusement. Pourquoi t'as appris le russe à 10 ans? Juste pour comprendre, après on va parler de pourquoi t'as fui les banques. Ça, c'est une bonne anecdote. En 92, donc moi j'avais 7 ans, mon frère en avait 12, et mon père a tiré pile ou face, en fait, une pièce pour décider lequel des deux gamins allait apprendre le russe et lequel des deux gamins allait apprendre le chinois. Parce qu'on est en 92, ces deux pays ou zones, la Russie et la Chine, qui à l'époque sont pleines de promesses, quoi. T'imagines, en 92, la Russie et la Chine, c'était l'avenir du monde. Et j'ai perdu, parce que mon frère a eu le chinois, et il vit en Chine depuis 2005, et il a plutôt pas trop réussi. C'est vrai. En fait, finalement, ça lui a servi quand même. Énormément. L'idée de mon père, c'était qu'il y en a probablement un des deux qui aurait moins de bol que l'autre avec cette langue-là, et que celui qui réussirait pourrait aider l'autre, quoi. Ah, waouh. Et voilà, bon, moi, il se trouve que j'ai choisi le français et Paris, mais... Et à 7 piges, tu t'es mis à travailler le russe. Et mon frère, le chinois. Attends, c'est incroyable, quoi. Ouais. Tu dis que... C'est une très belle langue, le russe. Tu dis... Non, mais attends, j'en doute pas. J'adore. Le chinois aussi, d'ailleurs. Oui, il faut juste difficile, apprendre déjà encore plus l'alphabet. difficile. Ouais, c'est ça c'est qui est ça. chaud, quoi. Ouais. Tu fais des études qui te motivent pour devenir trader après. C'est vraiment... L'unique but, c'est l'argent. Il n'y a aucun autre but quand on devient trader, en réalité. Est-ce qu'il y a du fond? Non. Non. Le but, c'est... quand tu as un système de rémunération qui est au bonus, et où tu es payé, en fait, tu as un salaire fixe correct, mais ce qui rémunère vraiment ton travail, c'est ton bonus annuel. Et donc, ton enjeu, quand tu fais ce métier, et c'était ce pourquoi j'ai fait ce métier au début, c'est de gagner le plus d'argent possible, bien sûr. Tu deviens trader à quel âge? Moi, j'ai commencé à travailler en salle des marchés, j'avais 23 ans, tout juste, et c'était en 2007, mon premier stage. Tout de suite, tu te rends compte que ça va être difficile sur le long terme, ou tu adores ton métier au départ? Ah non, au départ, je suis surexcité. T'es galvanisé? Je suis un petit provincial, tu l'as esquissé tout à l'heure, mais je suis pas pauvre, mais j'ai eu des accidents, on va dire, dans la vie avec l'argent. Je connaissais personne à Paris, rentrer dans une grande, soi-disant, école de commerce, même si j'y ai pas appris grand-chose, et rentrer dans une des plus grandes banques françaises en salle des marchés, ça me rendait fier, ouais, bien sûr, à l'époque, ouais. Ça me rendait fier, et au début, et pendant plusieurs années, j'ai surtout vu tout ce que j'apprenais en termes de méthode de travail, si tu veux. Tu dis, dans ton TEDx, tu dis à un moment donné, ouais, j'étais un salaud. Ça veut dire quoi être un salaud quand t'es trader? Pourquoi vous êtes des salauds quand vous faites du trading? Je pense qu'il faut déjà replacer les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que aujourd'hui, en 2024, la question de l'impact, la question du sens qu'on donne à ce qu'on fait, la question de la morale même, sont beaucoup plus importants. Il y a 15 ans, on était dans une société qui était beaucoup moins portée sur ces enjeux collectifs. Et donc, effectivement, c'était pas forcément être un salaud, mais c'était ne pas avoir un impact positif sur la société. Il y a plein de gens qui s'en foutent, c'est pas grave, effectivement, tu as un impact positif sur toi, sur ton employeur et sur ta famille. C'est pour plein de gens, ça suffit. Et il se trouve que moi, j'avais envie, pour une raison que j'ignore, c'est comme ça que j'ai été fait, j'avais envie d'avoir un impact positif. Et donc, comment j'ai composé ça? J'ai eu, en parallèle de mon travail, une grosse activité bénévole dans des think tanks, dans des clubs de réflexion, dans des partis politiques, à l'époque, pour essayer de contribuer au collectif, tout en me protégeant individuellement grâce à mon travail et en ayant un travail rémunérateur. T'avais peur de manquer? Ouais. Quand on a les huissiers qui viennent à 13 ans, ça a peut-être un rapport. Bien sûr. Tu te dis, merde, voilà, si je peux me retrouver sans rien, en fait. T'as connu un peu les deux, c'est ce que tu disais, t'as une vie, voilà. Combien tu gagnes, en réalité, quand tu commences trader dans une salle des marchés? Alors, ça dépend beaucoup de où tu es dans le monde. Si tu es à New York ou à Londres, tu gagnes très bien ta vie tout de suite. Le salaire d'entrée, il doit être à 150 000 annuels, quoi.
Donc c'est énorme. Moi, à l'époque, dans une banque française à Paris, je devais gagner 50 000 euros par an, 60 000 euros par an de salaire brut annuel. Mais tu avais un bonus annuel qui pouvait une année être 0 et une autre année être deux fois ton salaire annuel. Ah ouais. Ouais. Et donc c'est ce système de rémunération qui a, à l'époque, qui n'était pas du tout contrôlé, qui a créé énormément de crises financières, parce que tu avais des opérateurs boursiers, des gens dans les banques, dont l'intérêt était de générer le maximum de revenus à très court terme pour avoir le plus gros bonus et ensuite partir. Ça ne générait pas un comportement positif à long terme. Ça a changé depuis. Mais à l'époque, c'était vraiment le Far West. Quand on voit le loup de Wall Street, on voit des gars qui dorment pas, qui enchaînent. Est-ce qu'il y a vraiment ça? Est-ce qu'il y a de la drogue? Est-ce que tu vois des mecs qui prennent de la drogue pour tenir? Moi, j'y ai jamais été confronté à titre personnel. Et j'y ai été bien plus confronté dans ma sphère parisienne, amicale, ou dans des milieux parisiens, que dans la salle des marchés. C'est un truc auquel j'ai jamais été confronté, moi, en salle des marchés. Est-ce que ça existe? Oui, bien sûr, comme partout ailleurs dans la société. Est-ce que c'est un métier qui est particulièrement stressant? C'est affreux. C'est affreux. C'est un rythme d'urgence permanente. C'est quoi le rythme? Réellement, c'est quoi une journée de trader à l'époque? C'est facile, pour comprendre, et après, tu vois. C'est 7h30 le matin, 19h le soir. Donc c'est 12 heures. 7h30, tu veux dire au boulot déjà? Oui, bien sûr. Bah oui, les marchés ouvrent à 8h, donc il faut que les ordinateurs soient allumés. Il y a 1 heure de préparation, grosso modo, pour tout mettre en œuvre. Un peu comme un studio. Tu vois, bien sûr, il faut mettre les cams, les régler. Mais par contre, de 8h à 19h et jusqu'à 22h, si tu fais les marchés américains, tu n'arrêtes pas. C'est-à-dire ton attention est permanente. Et donc c'est très fatigant. C'est pour ça que le rythme de travail en salle des marchés est unique. C'est très intense. Mais par contre, c'est pas comme dans les cabinets de conseil ou dans les fusions-acquisitions où tu travailles jusqu'à 2h du matin. Ça, c'est pas vrai. C'est des cas très rares. Ensuite, c'est un milieu qui est beaucoup plus calme que ce que tout le monde pourrait imaginer. Aujourd'hui, une salle des marchés, c'est un environnement qui est hyper calme, en fait. Ah, ça crie pas dans tous les tout. sens. À l'époque, oui. Il y a 20 ans, oui. Il y a 15 ans, c'était Moi, ça fait marrer tout le monde, ça, parce que je suis capable de travailler en boîte de nuit. Moi, tu me mets dans un environnement extrêmement bruyant, je peux m'isoler totalement, sans écouteurs, sans rien. Juste psychologiquement, j'arrive à faire ça. Ça te met dans ta bulle? Parce qu'en salle des marchés, chaque trader a 8 écrans. Et il ne peut pas tout regarder en même temps. C'est trop d'écrans à regarder. Oui, il n'y en a que 2 yeux. Donc, il a des alertes sonores. Et chaque trader pouvait paramétrer ses alertes sonores comme il le souhaitait. Et donc, tu avais des trucs complètement improbables où toute la journée, tu pouvais entendre « I'll be back ». Le mec, il avait une phrase de Terminator comme alerte. Ou une explosion. Ou un chat qui miaule. Oh là là. Ou Mickey. Tu vois. Et quel enfer, au bout d'un moment, il y a tous les... Toute la journée, c'était Ah ouais? I'll be back. I'll be back. Oh là là. Donc c'est un environnement de travail un peu particulier. Mais c'est beaucoup moins bruyant et que ce qu'on peut imaginer dans les films. Ça, c'est les États-Unis dans les années 90. Ça, c'était encore autre chose. Où ils sont au téléphone en même temps, ils crient, etc. Voilà. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un en salle des marchés perdre beaucoup? Est-ce que ça arrive réellement? Ah oui, oui. Ah oui, oui, ça arrive et c'est très dur parce qu'il faut imaginer... c'est un être humain, le mec. Alors même si dans l'imaginaire collectif, c'est un salaud, ou la fille d'ailleurs, il y a plein de filles qui sont tradeuses, c'est des moments qui sont très durs à vivre parce que t'as quelqu'un qui se bat... on va pas le plaindre, hein, attention, hein, mais c'est des gens qui se battent, qui travaillent dur pour essayer de faire gagner de l'argent à la banque et pour en avoir un petit bout eux-mêmes. Et à un moment donné, en 2 minutes, tu perds 50 millions d'euros parce que t'as bugué, parce que à un moment donné, soit tes émotions t'ont trahi, c'est ce qui arrive l'immense majorité des cas, soit tu as fait une fausse manipulation. Ça arrive, ça? Ah bah bien sûr, ça s'appelle un fat finger. Ah bah je te Ça crois s'appelle pas. un gros doigt? Ça s'appelle un gros doigt. C'est-à-dire que tu as appuyé sur une mauvaise touche? C'est très connu, parce que tu regardes l'histoire des marchés comme ça, financiers, tu as plein de cas où, l'espace de 3 secondes, le CAC 40 avait perdu 50% de sa valeur l'espace de 1 minute. Et c'est juste un opérateur dans une banque qui, au lieu de saisir, je sais pas moi, un ordre de 500 millions, il s'est trompé, il a saisi un ordre de 500 milliards. Et c'est des choses qui arrivent.
t'as quasiment toutes les banques du monde, tu regardes leurs documents de résultats annuels tous les ans, il y a au moins un accident... industriel comme bien ça. sûr. Incroyable. Bien Mais sûr. tu te fais virer tout de suite? Pas forcément, non, parce que ça peut être juste un accident, en fait. Et donc, évidemment, si ça arrive 3 fois, bon, bah, ça va... Putain, c'est Bien sûr, mais il y a tous les cas de figure, si tu veux. T'as des gens qui prennent des mauvaises décisions et qui persistent dans leurs bêtises et qui font passer leur ego avant la réalité de leur trading. Donc, et t'en as d'autres qui ont juste un accident. Mais oui, j'y ai assisté. C'est vrai que c'est effrayant. Ouais. Qu'est-ce qui t'a pas plu? Pourquoi tu es parti des banques? Ça a été quoi vraiment l'élément déclencheur qui a fait que tu te dis, oh là, non, là, c'est pas pour moi, c'est pas bien? Et ça vient pas... C'est pas... les gens n'ont pas une révélation. C'est pas un truc, un matin, tu te lèves et... Non, mais t'aurais pu voir, hein, je te dis n'importe quoi, un c'est, suicide d'un client ou d'un truc... oui, d'un client ou un truc vraiment... il peut y arriver. Si tu veux, c'est un moment donné où j'avais aussi mon parcours de réflexion individuelle dans des clubs de réflexion, dans des partis politiques, où je réfléchissais au sujet de société aussi, et où j'avais en parallèle davantage de responsabilités en salle des marchés. Et plus tu as des responsabilités en salle des marchés, plus tu comprends comment fonctionne le système et comment il est parfois optimisé, surtout pour la banque. Et il y a un moment donné où je suis devenu papa, et où, quand tu deviens papa, moi, ça m'a secoué pas mal. Et je me suis dit, bon, je suis pas un génération Z qui a envie de révolutionner le monde, mais est-ce que j'ai vraiment envie de passer les 20 prochaines années à essayer de gagner le plus d'argent possible en ne construisant rien d'utile à la société? Et là, c'est un goût personnel, c'est un choix personnel, où tu te dis, en fait, est-ce que c'est possible d'aider les gens avec une banque? Et à l'époque, j'ai démissionné, alors que je gagnais vraiment très bien ma vie, donc c'était un vrai choix. Tu gagnais combien à ton prime à cette époque? Ouais, des années à 300 000 euros, c'était pas infaisable. Et j'ai diminué par plus de 2 ma rémunération pour changer de vie, en fait. Donc c'est un choix qui est fort. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis il y a un autre aspect aussi, qui est que j'avais atteint des responsabilités assez fortes en salle des marchés assez jeune, et que les autres responsables, ils avaient tous 10 ans de plus que moi. Et donc pour essayer d'en faire un peu plus et avoir davantage de responsabilités, ça devenait... Oui, très long. Voilà. Et comme j'ai pas trop le temps dans la vie, moi, j'ai décidé d'accélérer, et je leur ai dit à l'époque que je démissionnais parce que je voulais me mettre en situation... Je peux pas m'empêcher de penser à Aimé Jacquet et la Coupe du Monde 98, mets-toi en situation. De se mettre en situation d'un jour contribuer à créer Google Bank. Et ce que je savais pas, c'est que Google Bank, ça s'appellerait Trade Republic. Mais c'était mon idée à l'époque de participer à l'essor de la banque digitale. Avant d'arriver à Trade Republic juste après, tu te prends des menaces de mort, même à l'époque, en tant que trader, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu as reçu? C'est sur les réseaux sociaux. Et c'est toute la période, en fait, 2008-2017. C'est-à-dire que pendant toutes ces années-là, le mec qui bossait en salle des marchés, c'était l'ennemi public numéro 1, quoi. Donc on avait parfois des gens qui nous attendaient, en bas des bureaux, bien sûr. Pour vous casser la gueule? Parfois, des journalistes aussi. Moi, j'ai toute une partie de ma famille, des cousins, qui me parlaient plus, quoi. Ah, c'est vrai? Ouais, c'était dur, ouais. Qui ont des engagements politiques autres. Et donc, c'est pas évident. T'as des mecs sur Twitter qui te disent « Retrouvez-le, c'est un banquier, il faut le brûler ». Et puis, il y a un matin où je suis arrivé au bureau aussi en salle des marchés, et je suis tombé sur des altermondialistes accrochés avec des chaînes à mon ordi. Ça fait peur. Quand tu arrives comme ça au bureau et que tu as des gens attachés avec des chaînes à ton ordinateur, à force, tu te poses des questions. Soit tu t'endurcis énormément et tu dis non, moi je suis là pour gagner le plus de blé possible pour ma famille et pour moi, et les gens, je les emmerde. Soit tu dis peut-être que le monde est en train de me faire passer un message, quoi. Et à un moment donné, j'ai eu envie, parce que c'est de ça dont on parle, hein, à un moment donné, c'est c'est la pyramide des besoins et des capacités, tu sais. Quand tu as tes besoins basiques qui sont assurés, quand tu as gagné un peu d'argent et que tu es un peu plus safe, que tu es marié et que tu as un enfant,
tu te poses davantage de questions sur est-ce que j'ai bien-être. envie de faire ça ou pas qu'avant. Quoi, tu vois. bien sûr, bien sûr. Et à un moment donné, je me suis dit, je crois T'as que besoin de fond, quoi. Ouais, je peux conjuguer mes devoirs, entre guillemets, pour ma famille, pour pas qu'ils Ouais, faire vivre ta qu'ils arrivent à famille. mes enfants, ce qui m'est arrivé à moi quand j'avais 13 ans, et en même temps d'être utile. Par exemple, si tes enfants te posent la question quand ils auront 25 ans de ce que tu as fait, etc., tu auras plus de réponses à leur donner, peut-être, maintenant qu'avant. Et j'espère qu'ils en seront fiers. Ouais. En 2010, juste avant d'arriver là-bas, tu rentres chez PwC, donc c'est le cabinet d'audit Ouais. et de conseil. Ouais. C'est en septembre 2011, je rappelle quand même les dates pour comprendre un peu la genèse et tout, c'est la BNP, donc tu ouvres un poste à cette époque, c'est là-bas Ouais. où tu vas très bien gagner ta vie. Ouais. Voilà, pour bien reprendre le parcours. Tu t'engueules avec tes parents, tu dis, tu as des gens qui comprennent pas dans ta famille. Tes parents pensent quoi du fait que tu deviennes trader? Ça leur pose un problème ou eux, ça va? Et après, je vais te poser les 10 Alors, remarques sur les moi, j'ai une mère pied noir, donc je pourrais faire à peu près n'importe quoi. Je resterai... La 7e merveille du monde. Voilà. Je pense que de ce côté-là, il n'y a pas trop de difficultés. Avec mon père, qui a une vie intellectuelle assez riche, ça a été un vrai challenge, parce qu'il voyait avant moi le vide intersidéral Dans lequel tu de allais. ce que je faisais, en fait. Et voilà, ça a été... Il y a eu quelques débats, ouais. C'est plus facile aujourd'hui, en tout cas. Je vais te dire, les rumeurs que j'ai trouvées sur les banques, il y en a beaucoup. Il y en a des propres, il y en a des sales, Ouais. il y en a des étonnantes. Il y en a une que je connaissais, je vais commencer par celle-là, si tu veux bien, que j'avais déjà entendue à plusieurs reprises. J'ai jamais su si c'était réel ou pas. Est-ce que c'est vrai qu'une banque, je parle pour la France après, les autres pays, je vais pas te poser des questions très techniques, ou peut-être sur la Belgique ou la Suisse, pour ceux qui nous regardent, si tu le sais, mais Ouais, on va parler de la France, là, sur cette rumeur-ci. La banque peut tout vous prendre, ce qu'il y a sur votre compte bancaire, jusqu'à 100 000 euros. Ils sont obligés de vous laisser 100 000 minimum, mais ils peuvent se saisir en cas de problème pour l'État. Les banques peuvent réquisitionner, l'État, l'argent sur les comptes en banque. Est-ce que ça, c'est vrai ou pas? Alors, ce qui est vrai, On a 100 000 ce qui est vrai, c'est que si une banque fait faillite, l'État garantit 100 000 euros. Donc, si tu as plus que 100 000 euros, ce qui est le cas de peu de gens, et si tu as plus que 100 000 euros dans une banque, ce qui est au-dessus dépend de la solidité de la banque. Ça, c'est clair. Il n'y a que 100 000 euros qui sont garantis par l'État. Est-ce que des États, par le passé, se sont servis dans l'épargne et l'argent des gens? Oui. Il y a des États en crise qui ont fait des prélèvements exceptionnels sur l'argent des particuliers. Bien sûr, c'est déjà arrivé. Est-ce qu'on pourrait y arriver en France? Il n'y a pas de raison particulière qu'on y arrive pour l'instant. Si on continue pendant 50 ans à être le pays le plus endetté d'Europe, à ne pas être efficace économiquement, à avoir un pouvoir d'achat qui stagne, etc., au bout d'un moment, on pourrait avoir une crise. Mais pour l'instant, on en est très loin. Ce qui est sûr, c'est que le problème, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et que cet atterrissage-là, il faudra qu'on l'évite collectivement. C'est ce pourquoi je fais c'est ce pourquoi je fais ce que je fais et pourquoi je me crève le cul depuis 3 ans à essayer d'évangéliser au maximum. Il y a une autre rumeur qui dit que si la banque fait une erreur dans les comptes et qui te vire un virement anormal, supérieur à ce qu'il te devait, tu as légalement le droit de garder l'argent. J'y crois pas. Ok, non mais c'est intéressant. Je pense qu'une banque, pour l'avoir fait, a toujours une solution pour réparer Une connerie. une connerie. Il y a toujours une solution. C'est les clients des banques n'ont pas tous des avocats pour lire les conditions générales, si tu veux. La famille Rothschild contrôlerait secrètement l'économie du monde entier. Ah, ça c'est interdit, ça, arrête. Non, c'est scandaleux. Et par contre, il est possible que le peuple, les gens, contrôlent davantage l'économie mondiale en y participant. Je suis hyper heureux de voir pas mal de réactions ces derniers temps, parce qu'on dit
Les actionnaires en France ont reçu 97 milliards d'euros en 2023. Et il y a plein de gens qui réagissent en disant « Mais bon sang, que tout le monde devienne actionnaire. Arrêtez de vous plaindre. Devenez actionnaire, recevez des fruits de la croissance économique. » Tout le monde y contribue à la croissance économique. Acheter des actions. Attends, on va en parler de ça. On y arrive juste après les rumeurs. Si la banque a un doute sur un compte en banque, vous pouvez appeler la police. On peut pas, on doit. C'est-à-dire que tu sais pas pourquoi il y a de l'argent qui est arrivé, d'un truc bizarre, d'un Oui, virement. c'est une des étranger. obligations principales des banques. C'est vrai? Bien sûr. Ouais. Vous appelez vous-même la police? Bien sûr, oui. Il y a des systèmes. On les appelle pas. Hein. Il y a des systèmes. Oui, vous avez un bouton qui doit sonner à Bercy. Il y a des rapports. Il y a des entités ministère de juridiques au ministère de l'économie. Ça s'appelle Tracfin. Et c'est moi en tant que banquier, c'est une des responsabilités qui m'importe le plus. Parce que c'est ce qui permet de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Tu l'as déjà vu, ça? Des virements qui arrivent d'un pays un peu louche, de manière régulière. Des centaines de fois, bien sûr. C'est vrai? Oui, bien sûr. Ah, waouh. Mais les banques n'en parlent jamais parce que on n'a pas le droit de dire, même en interne dans la banque, ce qu'on déclare aux autorités. Donc c'est des personnes très spécifiques qui sont ce qu'on appelle les correspondants de Tracfin, donc qui sont les gens dans les banques chargés de remonter aux autorités ce qui pose problème. Les anomalies. Ouais. Qu'est-ce que tu as vu? Tu peux donner un exemple sans citer la somme ou quoi, on s'en fiche, mais pour comprendre ce qui, toi, déjà t'a alerté, que tu as déjà vécu. Ah bah c'est tes services à toi, par exemple, c'est une plateforme d'épargne. Et le client, tout ce qu'il fait, c'est recevoir des virements et 10 minutes après, refaire partir l'argent sur un autre compte. Ça s'appelle un compte de passage. Et c'est pour essayer de brouiller les pistes. Et ça, c'est typique. Ou alors, le client qui te fait des virements ou qui te fait des fausses preuves d'origine des fonds. Ça, c'est des faux PDF aussi, tu les vois t'en vois par centaines. Ouais. Ah, c'est vrai? Bah, bien sûr, les voyous essayent. Et ils essayent surtout où? Dans les banques en ligne. C'est là supposément que c'est plus difficile de contrôler. Donc les banques en ligne ont fait l'objet d'énormément de développement, de sécurisation là-dessus. Parce que si tu veux, tu peux pas laisser une banque servir à tous les trafiquants de drogue de la ville, aux terroristes, aux mafieux et compagnie. C'est pas possible. Il est interdit de porter des chaussures marron quand on est trader à Londres. À une époque, oui. C'est vrai? Il fallait des chaussures noires à double boucle. Pourquoi? Ben, c'est comme ça, c'est un C'était une sorte de costume, comme les avocats. Exactement. En salle des marchés, moi, je suis bien plus à l'aise aujourd'hui d'ailleurs, mais j'étais pendant 10 ans avec 3 caractéristiques vestimentaires qui font que tu appartiens au club. Moi qui étais provincial, qui appartenais pas du tout au club, j'y accordais énormément d'importance, tu vois, pour me légitimer dans le truc. Une montre? C'est les boutons de manchette. T'as pas une paire de chemises qui n'est pas à bouton de manchette, ça de marché. La cravate, Hermès. Ah oui, ok. Évidemment, collection de cravates Hermès. La collection la plus inutile du monde, c'est beau, mais ça sert pas à grand-chose. Et la chaussure à double boucle, qui est la chaussure iconique du banquier. Dans chaque bourse du monde, il y aurait une salle où les traders peuvent se défouler et casser les choses. Non, c'est pas vrai. Comme Fury Room, etc. Non, c'est pas vrai. Non, les traders sont... plutôt calmes. Les traders sont justement des personnes qui, en général, sont les meilleurs traders, en tout cas, des gens très calmes. Et c'est probablement une population qui a été la première à adopter la méditation, le yoga, tu vois, ces trucs-là. Dans 2 minutes, je vais proposer des choses à Mathias, des choses à faire pour investir. Tu vas nous dire si c'est une mauvaise idée ou si c'est une bonne idée. Avec plein de situations qui peuvent nous arriver dans la vie à la con. Tu sais, parfois, on te propose des trucs, tu vas me dire, tiens, est-ce que j'irai ou j'irai pas à titre personnel, toujours. Juste une dernière, est-ce qu'on peut donner 100 000 euros à quelqu'un sans qu'il paye d'impôts? Oui. Il y a des... En France, oui, il y a des dispositions, surtout quand c'est tes enfants, évidemment, qui permettent de transmettre, y compris des portefeuilles boursiers sans payer d'impôts. Mais soit c'est limité dans le temps, soit c'est une fois de temps en temps. Il y a toujours une limitation. À la fin, l'État a l'habitude de se servir en France. Quand tu tapes rumeurs ou chiffres sur les traders, il y en a une qui est sortie pas mal de fois, qui dit que les femmes sont meilleures traders que les hommes. C'est pas une rumeur, ça. Ça c'est non, mais c'est dans les chiffres, dans les choses, parce que les choses, ça peut être des rumeurs aussi. Donc. Ouais. Ça, c'est pas une rumeur. Nous, on l'a vérifié sur des millions de gens dans la vraie vie, avec leur vrai portefeuille, avec leur vrai argent. Donc, c'est pas. Les femmes sont meilleures gestionnaires, en gros? Les femmes sont meilleurs investisseurs que les hommes. Et en fait, aujourd'hui, dans la société française, les femmes gèrent le budget du quotidien, les hommes gèrent les grosses sommes, les gros engagements et l'épargne.
C'est mieux d'avoir une banquière qu'un banquier, alors, du coup. Et c'est mieux de ne pas avoir de banquier tout court. C'est mieux, par contre, que ce soit les femmes qui gèrent l'épargne à long terme. Parce qu'elles ont des performances, un résultat. C'est quand même ça qui est important. Je veux dire, à un moment donné, le fait de faire de l'épargne, c'est pas juste pour le plaisir. C'est pas juste pour les riches. L'épargne, c'est ta santé de demain, c'est tes loisirs de demain. Ta retraite. C'est ta retraite, évidemment. Enfin, c'est ta retraite. Il y a la retraite, mais... Pas suffisamment, on le sait bien. Disons que c'est en train de baisser quand même drastiquement. Même mon père, moi, je vois qu'il a la retraite depuis 10 ans maintenant, ça a vachement baissé. Oui, bien sûr. Et puis, ça va l'être de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens âgés. C'est inévitable. C'est comme Thanos, si tu veux. C'est inévitable. Ça va arriver. Et la bonne nouvelle, c'est que les jeunes, maintenant, aujourd'hui, depuis quelques années, s'en occupent. Mais tu as toute une génération qui est la nôtre, hein, qui est passée au milieu. Et à un moment donné, on va se faire niquer. Bon, on a bon espoir que l'éducation financière se développe suffisamment pour que tout le monde puisse devenir autonome. Les femmes, c'est un enjeu énorme. Pourquoi ? Parce que tu as 15% des personnes qui investissent qui sont des femmes. C'est une inégalité de genre sur laquelle on n'entend pas les féministes, alors que c'est un sujet énorme. Par ailleurs, puisqu'elles le font mieux que les hommes, et qu'elles ne le font pas, eh ben, collectivement pour la société, c'est un gaspillage. Tu sais, c'est un gaspillage qu'on peut plus se permettre aujourd'hui. On pouvait avant, quand on a été blindé en tant que pays, mais aujourd'hui, on peut plus. On peut plus se le permettre. Sinon, ça aura des conséquences trop graves. Tu sais, je voulais te parler de ça avant l'émission, et je t'en ai parlé rapidement, te dire, tiens, attention, on s'adresse à tout le monde. Ouais. Et d'ailleurs, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à regarder Légende et à vous abonner, à être là. Et je vois des commentaires de gens qui ont 11 ans sous les vidéos, et certains qui ont plus de 80 ans et qui nous remercient et qui regardent tous les jours. Donc merci à vous tous d'être là. Et je pense que le problème dans les émissions qui parlent de tech, de trading, de finance, de machin, c'est que c'est compliqué quand même à comprendre. Pour de vrai, si tu n'as pas une appétence, tu n'as pas une envie d'aller dedans, de travailler ça, d'essayer de comprendre tous les termes, c'est pas facile d'accès toujours, pour tout le monde. Et en fait, je t'ai dit tout à l'heure, tiens, il faut qu'on parle au plus grand nombre pour bien comprendre, etc. Et justement, est-ce que, pour comprendre Trade Republic, est-ce que tu peux essayer de l'expliquer comme si vraiment il y avait quelqu'un qui avait 5 ans face à toi, tu sais, de manière vraiment très limpide et qu'on puisse comprendre. Parce que Trade Republic, il y a tellement de plateformes d'arnaques aujourd'hui, de vente, de conseils de trading qui sont en fait que du vent sur Internet. C'est des arnaques. Tu m'as cité en off tout à l'heure même des sortes d'influenceurs qui donnent des conseils de management, etc., machin, où on sait que ce sont des mythos pour la plupart. Quelle est la différence avec Trade Republic et qu'est-ce que c'est ? Parce que moi, je sais que c'est très gros, mais est-ce que tu veux bien l'expliquer ? Je vais l'expliquer, mais juste très avant... facilement. Ouais, je pas vais de mots anglais. Promis, je vais le faire. Pas d'anglicisme. Je vais le faire. Juste avant, je voudrais te répondre sur la complexité, sur le fait que quand on en parle d'habitude, c'est complexe. Et je vais te balancer une rumeur sur les banques qui est vraie. C'est complexe et c'est fait exprès. Je l'ai fait moi-même dans ma carrière. Les banques, les spécialistes, complexifient leur discours. Je le sais, je l'ai fait. On m'a demandé de complexifier des brochures. Comme les avocats, tu veux dire, avec des mots... Ouais, mais sans raison pour le coup, parce que ça peut être simple. La loi, c'est compliqué. Tout à fait. Parfois, mais là, on te dit... Pourquoi on te dit c'est compliqué ? Parce que comme ça, tu as très envie d'avoir peur du truc. Et donc, de donner tes sous à quelqu'un qui est censé bien s'en occuper. La réalité, c'est que quand quelqu'un d'autre gère ton épargne, dans 90% des cas, c'est démontré aujourd'hui, tu gagnes moins d'argent que si tu avais fait toi-même. Et donc, dans une démarche d'optimisation, c'est ça Trade Republic. Trade Republic, c'est une banque. C'est une banque allemande qui est aujourd'hui présente grâce à l'Europe dans toute l'Europe, puisque quand tu es une banque d'un pays européen, tu peux être présent dans les autres pays. Donc on est présent dans 17 pays européens aujourd'hui, c'est une banque. Okay. Comme une banque française, une grosse banque française, verte ou rouge et noire ou bleue. Ah ouais, BNP, voilà. Société Générale, machin, enfin une vraie banque. C'est une banque, c'est la Banque Centrale Européenne qui nous a tamponné après 1 an et demi d'audit, de vérification, voilà. C'est une vraie banque avec des gens. Ouais, il y a 600 personnes qui travaillent dedans. Avec un bâtiment. Un bâtiment à Berlin, un bureau, etc. Et en fait, c'est une banque pour ceux qui veulent préparer leur avenir. C'est une plateforme, parce qu'aujourd'hui, on dit une banque, c'est le statut juridique d'une banque. Mais
factuellement, c'est une plateforme mobile. Ouais, mais Donc c'est une plateforme qui te permet de faire travailler ton argent le plus simplement et accessible possible. C'est rendre accessible l'épargne et l'investissement à tout le monde. Parce que les banques s'occupent de 15% de la population qui sont les gens qui ont déjà de l'argent. Et il y a 85% de la population dont personne ne s'occupe jamais. Et c'est à eux qu'on parle. En fait, pour tout vous dire, Mathias et Trade Republic ont été partenaires d'une émission qu'on a fait il y a quelques semaines. Et en fait, quand on a annoncé qu'il y avait un pourcentage minimum par mois, même, je crois, c'est pas 4%? C'est 4% par an. C'est 4% par an, ce qui est plus qu'en fait la plupart de tous les chiffres qu'on entend aujourd'hui. C'est ce qui devrait être et dans qui est garanti. toutes les banques. Alors, Et tu vas nous expliquer ouais. pourquoi. Mais qui est garanti, etc. Et en fait, on s'est dit, tiens, c'est intelligent comme partenaire parce que déjà, c'est une vraie grosse banque allemande. Et en plus, ça permet de lutter contre tous les problèmes qu'il y a actuellement en réalité financiers. Ça permet de lutter contre ça, contre l'inflation, etc. Et on s'est dit, tiens, c'est un partenaire qui est intelligent. Et quand on a entendu ton discours, on a regardé tes interviews, on s'est dit, tiens, mais il faudrait que tu viennes expliquer. Et c'est aussi le sujet de prendre une émission pour ça. Et c'est hyper important, en fait, l'argent, là où on le met. Est-ce qu'il faut mieux acheter des bouteilles de vin, des lingots d'or, des cryptos, des NFT ou mettre de l'argent sur un compte en banque? Et tu vas nous dire après ton avis. Pourquoi c'est normal qu'il y ait 4% ? Et parce que la plupart des banques aujourd'hui ne le proposent pas, je crois pas. Dans les livrets A, je crois que c'est par exemple 0,5, non ? C'est 3 maintenant, mais c'est 3 ? Ouais, mais c'est limité. Alors, je remets le truc dans le contexte. Aujourd'hui, dans la société, on fait attention à pas gaspiller l'eau. On a créé des systèmes fabriqués pour ne plus gaspiller le plastique. On a créé des systèmes qui marchent vachement bien pour gaspiller moins d'électricité. Pour économiser les ressources. Exactement. Et il y a une ressource qui est hyper importante, et parce qu'on en a peur, on s'en occupe pas de l'optimiser, c'est l'argent. Et Trade Republic répond à 3. C'est pourquoi moi j'ai choisi de bosser dans cette boîte aussi, et pourquoi je suis là, et pourquoi je prends les risques que je prends. Je travaillerai plus jamais dans une grosse banque, moi, avec ce que je raconte. Il y a 3 gros problèmes, en fait. C'est un problème à 200 milliards d'euros par an pour les Français. Le premier problème, c'est l'inflation. C'est-à-dire que les prix augmentent, la vie coûte de plus en plus cher, et quand ton argent dort sur un compte bancaire et qu'il te rapporte rien, eh ben en fait, il dort pas. Il meurt, petit à petit. Puisque avec ton argent que tu as laissé sur un compte en banque, quand il y a de l'inflation, au bout de quelques temps, tu peux acheter moins de trucs. Donc tu es moins riche. Même si tu as la même somme d'argent, tu es moins riche. Le problème, c'est que ça fait 40 milliards d'euros. Il faut imaginer ce que c'est, 40 milliards d'euros. C'est le budget de la plupart d'un ministère. Enfin, tu vois, c'est énorme, 40 milliards d'euros. Avec 40 milliards d'euros, on peut faire plein de trucs. Bon, ah oui, oui, normalement, oui. Cette année, les comptes bancaires des Français seront 40 milliards d'euros plus pauvres à la fin de l'année, à cause de l'inflation. Et la seule manière de lutter contre l'inflation, c'est d'investir ton argent. Pour pas qu'il dorme, justement, pour qu'il travaille. Et donc, pour qu'il monte de l'équivalent de l'inflation, au exactement. moins. Ouais. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que les banques vont gagner 40 milliards d'euros grâce à votre argent en 2024 et ne pas vous le donner. C'est les fameux 4% que nous, parce qu'on est une start-up qui n'avait pas prévu dans son plan de développement que la Banque Centrale Européenne allait faire d'un coup une hausse des taux énorme. On n'avait pas prévu ça. Donc on avait construit un plan de développement, un business plan, qui permettait de faire sans ça. Et comme notre mission, en tant qu'entreprise, c'est d'aider les gens à mieux épargner, bah quand on a eu le choix entre garder 4% de la Banque Centrale sur l'argent des clients pour notre gueule ou tout donner aux gens, on a tout donné aux gens. Donc c'est pas Trade Republic qui donne 4% aux gens. Tu veux dire que c'est la Banque Centrale Européenne. En ce moment, il y a les crédits immobiliers qui montent. Ouais. C'est un vrai sujet. Les gens sont obligés même de baisser le prix de leurs biens s'ils veulent le vendre parce que c'est monté. Le crédit IMO, je crois qu'il est pas loin de 4%, non ? Ouais, bien sûr. Même plus. C'est les taux directeurs de la Banque Centrale. C'est ça, c'est la Banque Centrale qui décide de ça pour faire baisser l'inflation. Donc, les prix augmentent à cause du Covid, à cause de la guerre en Ukraine, à cause de plein de problèmes. Les prix augmentent. Comme les prix augmentent, le rôle de la Banque Centrale, qui est une institution démocratique, qui travaille pour le peuple européen, le rôle de la Banque Centrale, c'est de faire baisser l'inflation. Pour ça, elle a un outil, c'est ce qu'on appelle les taux directeurs. Il est à 4% aujourd'hui.
Et ce taux directeur, il doit marcher dans les deux sens. Parce que c'est le prix pour que la Banque centrale te prête de l'argent. C'est pour ça que le crédit immobilier a augmenté. Mais c'est aussi le prix auquel la Banque centrale rémunère l'argent qu'on lui dépose. Et les banques, quand elles ont de l'argent des gens le soir, elles le mettent en sécurité à la Banque centrale européenne. Et la Banque centrale européenne leur paye 4%. 4%. Ah, waouh. Donc cette année, les banques françaises, c'est rien qu'en France, à l'échelle européenne, c'est des centaines de milliards d'euros. Rien qu'en France cette année, 40 milliards d'euros de bénéfices que les banques vont faire grâce à votre argent. Mais pourtant, j'entends toujours que les banques sont au bord de l'effondrement. Non, J'entends ça, j'ai déjà, j'imagine, entendu aussi. Alors, les banques ont eu une période plus difficile pendant 10 ans, parce que les taux étaient à zéro. En tout cas, ma banquière, moi, c'est ce qu'elle me dit à chaque fois. Bien sûr, les taux étaient à zéro. Par ailleurs, c'est des institutions, les banques, qui n'ont pas fait leur transition digitale. Et du coup, elles ne sont pas efficaces. Du coup, elles ont des bases de coûts très élevées. Ils ont beaucoup de gens. Ils ont beaucoup de gens, ils ont des processus pourris. Comme une institution. Des systèmes informatiques de merde. Ouais. C'est affreux. Enfin, c'est le cauchemar des développeurs informatiques, quand même, si tu veux. Et donc, ils ne peuvent pas se permettre, ils sont obligés de garder cet argent pour eux. C'est un vrai problème parce que, du coup, la population, qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit que, d'un côté, elle prend de l'inflation dans la gueule, que de l'autre, les crédits immobiliers ont explosé, donc elle ne peut plus acheter, elle ne peut plus vendre, et qu'en plus, les 4% qu'elle devrait toucher, elle ne les touche pas. Donc, c'est le deuxième gros problème après l'inflation, c'est le comportement des banques. Et j'ose la comparaison, mais exactement comme Free a fait bouger les autres opérateurs, et ben nous, par notre comportement, on espère contribuer à faire bouger un peu les banques. Ça, c'est le deuxième problème. Donc le premier problème, c'est l'inflation et l'argent qui ne travaille pas. L'argent, il faut l'investir. L'argent, c'est un flux, pas un stock. C'est ça que les jeunes ont compris. Deuxième problème... c'est un flux, c'est pas un stock. Je suis d'accord avec toi, mais quand tu n'as pas beaucoup d'argent, tu as envie de le garder sur ton compte au cas où il t'arrive une galère. Alors, ça, c'est le fonds de sécurité. Le matelas. C'est le coussin de sécurité, c'est ton livret A, c'est ta tirelire, c'est les quelques milliers d'euros, en général on parle de 3 mois de revenus, qui sont là au cas où. Ceux-là, il faut les mettre sur un livret, tu peux les mettre chez Trade Republic à 4%, dispo à tout moment, en cas de pépin. Mais une fois que tu as fait ça, une fois que tu as 3 mois de côté, après il faut que tu investisses pour le long terme. C'est toujours pareil, c'est la fin du mois, la fin de la vie et la fin du monde. C'est les 3 fins qui drivent le comportement des gens. Quand tu dis, alors pour bien comprendre Trade Republic, c'est une banque, très bien. Qui permet d'épargner, ouais. Qui permet d'épargner. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que tu peux placer en ligne ? Ouais, c'est tout sur ton téléphone. C'est facile à faire ? C'est hyper simple, c'est vraiment hyper simple. C'est pas... moi, je suis dedans depuis trop longtemps, donc je peux... Mais il semblerait, en tout cas, que ce soit très facile à adopter, puisque en quelques années, en 3 ans, là, 4 millions d'Européens nous ont confié 35 milliards d'euros d'épargne. Là, tu vas sur le site. Sur le téléphone. Non, c'est sur ton téléphone. C'est une application, c'est une application mobile. Okay. Et l'enjeu principal pour nous... Mais t'as un RIB ? Bien sûr, oui. C'est un compte bancaire. Okay. Non, mais très bien. Bien sûr, c'est une banque, t'as un RIB, tu dois vérifier ton identité. Et une carte bleue ? Alors, on va y venir dans un instant parce qu'elle n'est pas bleue. Mais il y a une carte qui est sortie il y a une semaine. L'enjeu principal, c'est de permettre aux gens d'investir. Investir, ça veut dire quoi ? Investir, ça veut dire donner de l'argent à des entreprises pour qu'elles puissent grossir avec ton argent et qu'elles te le rendent ensuite. C'est ça, investir. C'est aider des projets à se développer. Et tout le monde le sait, mais personne ne le fait. La meilleure manière d'investir, c'est d'acheter des actions. Tout le monde le sait. Depuis 120 ans, le truc qui marche le mieux, c'est les actions. Mais personne ne sait comment investir dans des actions. C'est normal. C'est vachement dur. Moi, je sais même pas où on achète une action. Tous ceux qui vous disent... J'ai 38 ans, je sais même pas. Je sais pas. On me dit toujours acheter des actions, mais j'ai jamais vu un magasin d'actions. Exactement. Et nous, on a créé le magasin qui te permet d'acheter en 3 clics toutes les actions du monde entier, automatiquement, tous les mois. Oui, mais si tu connais rien... Si tu connais rien, tu te poses une seule question. Est-ce que tu penses, Guillaume, qu'il va y avoir de la croissance économique dans le monde dans les 30 prochaines années ? Est-ce que tu penses que le monde va voir son économie grossir? J'ai pas une vision très positive du monde années. en ce moment, mais oui, je pense que dans la globalité, oui, évidemment. L'enjeu, c'est la globalité. Et ben, si tu penses ça, qu'il va y avoir de la croissance économique dans le monde, et ça, c'est une question que tout le monde peut se poser, tu peux décider d'acheter tous les mois
un petit bout de toutes les actions du monde entier. Avant, c'était pas possible. Avant, il fallait les acheter une par une. C'était vachement difficile. Avant, tu pouvais pas dire « je veux acheter un petit peu tous les mois automatiquement ». Mais tu peux pas mettre... parce que là, tu parles de sommes folles ou tu parles de... À partir de 1 euro par mois. C'est ça qu'a fait Trade Republic. C'est de rendre accessible, à tous les points de vue, l'investissement, en le simplifiant, en limitant les risques au maximum et en se concentrant sur le cœur du réacteur de ce que c'est qu'investir. Et investir, c'est à long terme, c'est un petit peu tous les mois pour pas prendre le risque de pas le mettre au bon moment, et c'est on met pas tous ses œufs dans le même panier. Attention, je vais te poser des questions après, faire ou pas faire, mais tu donnes un exemple dans une conférence, dans TEDx, tu disais, qui a un iPhone ici? Et là, tu as tout le monde qui lève la main, ou 70%. Qui a une action Apple? Il n'y a personne qui lève la main. 2. Ah oui, il y en avait Il y 2. avait 2 personnes qui avaient des actions Apple. Mais en tout cas, il y a très peu de gens qui ont des actions. Et tu dis, regardez, les actions, elles n'ont fait que monter en réalité, comme le prix de l'iPhone. C'est-à-dire que ça ne fait que monter. 8 fois plus que le prix de l'iPhone. 8 fois plus. L'action, donc les gens qui investissent des petites sommes, c'est pas la peine d'être riche pour faire ça. Tu peux mettre 30 euros par mois dans des entreprises qu'ils consomment. Et ils auraient pu se payer un iPhone tous les 2 ans avec la croissance de l'action Apple. Tu peux faire la même chose avec Amazon. Tu peux faire la même chose avec LVMH. Tu peux faire la même chose avec quasiment tout ce que tu consommes. Mais choisir une action, c'est dangereux. Tu sais pas si l'entreprise, dans 10 ans, elle va pas faire faillite. Et c'est ça l'énorme innovation qu'on a apportée, c'est qu'on permet, nous, d'investir dans toutes les actions d'un seul coup, en une seule fois. Que ce soit toutes les actions du monde, toutes les actions d'un pays, ou toutes les actions d'un secteur d'activité. Et donc, ça simplifie énormément les choses. Et quand tu parlais tout à l'heure de 4% garantie, ça c'est quoi? C'est la BCE qui te paye, c'est la Banque Centrale Européenne. Donc tu peux juste placer l'argent L'argent jusqu'à 50 000 euros, la Banque Centrale Européenne te verse 4% par an. Et même si c'est juste 1 mois ou 2, déjà tu auras un petit pourcentage. Tous les soirs, on calcule, tous les jours. C'est pas comme les banques que tu faisais en un an. Non, tous les jours. Ah donc tu peux laisser, par exemple, tu sais que tu as vendu ta voiture, tu récupères 30 000 balles, tu le laisses 2 mois avant d'en racheter une autre. Même 3 jours, si tu veux, c'est bien sûr. Et tu vas gagner un petit peu. Et jusqu'à 100 000 euros, tu es protégé par l'État allemand. Donc ça s'appelle le fonds de garantie des dépôts. Donc voilà. Il n'y a pas de risque que l'application disparaisse du jour au lendemain. Mais même, alors, c'est la crainte de tout le monde. Hein. Bien sûr, nous aujourd'hui. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Bien sûr, nous aujourd'hui, on ne peut pas disparaître parce qu'on est une entreprise qui fonctionne très bien. De toute façon, on te retrouvera, Mathias. Une entreprise profitable et on est surtout une banque allemande. Non, évidemment. Donc, si tu veux, moi, c'est quelque chose de très solide. Quand un phénomène comme Trade Republic, moi, j'échange très régulièrement avec la Commission européenne, avec le ministère des Finances en France, avec le ministère des Finances en Allemagne. C'est un vrai gros sujet parce qu'on est les premiers à permettre aux jeunes d'investir de manière assez smart, on va dire, en bourse. Tu as dit qu'il y avait une carte qui était sortie, puis après, je vais te poser des questions. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Je vais essayer de la montrer. C'est un objet qui n'est pas simple à montrer parce que c'est la première fois, je crois, au monde, qu'on a une carte bancaire, donc qui est une carte Visa, comme n'importe quelle carte Visa, qui est un miroir. Et tu vois pas donc ton logo de ta banque qui fait sa pub. Et du coup, tu vois Seb là. Du coup, tu vois Seb normalement dedans. Essaye de faire une démo avec cette carte dans un écran. Si t'arrives à faire coucou dans la carte, c'est fort. C'est très compliqué. Ouais, t'as fait un miroir. En fait, cette carte, elle est très particulière parce que c'est la seule carte au monde qui t'offre de l'épargne. C'est-à-dire, tu dépenses avec. Tout le monde dépense, mais tout le monde n'épargne pas. Ouais. Là, quand tu dépenses, ça t'offre de l'épargne, ça s'appelle du save back. Et c'est 1% de tout ce que tu dépenses. Comme une cagnotte. C'est comme du cashback, comme une cagnotte qui t'est rendue par le système financier. Comme ta carte Monoprix quand tu vas dépenser 20 ou les euros, miles, ou les miles Air avec une France, Amex. voilà, exactement. Sauf que là, ça te rend des euros dans ton plan d'épargne. Ça t'achète des actions. Oui, ou ce que tu dis, si tu veux que ce soit une crypto ou si tu veux que ce soit un panier d'actions, c'est aussi possible. Pour l'anecdote, elle est en acier brossé. Et c'est le même matériau que le Cybertruck d'Elon Musk. J'allais dire la DeLorean aussi. Non. Plus vieille référence. Ouais. Donc voilà, c'est. Il n'y a pas de chiffres dessus. Comment on achète en ligne avec? Parce que les chiffres sur une carte, les numéros de ta carte et ton code à 3 chiffres derrière, là, c'est extrêmement dangereux. Tu la perds, tu t'es niqué. Tu peux te faire arnaquer très facilement. Donc les données de la carte, les chiffres, tout est piloté dans l'application mobile. Ou sur le site web, évidemment. Ce qui est d'ailleurs logique. Ça permet de rendre le truc beaucoup plus sécurisé. D'accord. Et ça, c'est payant sur l'application? C'est une carte qui est sans frais. Comme c'est un objet physique, cela dit, il y a juste un frais unique quand tu veux la commander pour la faire fabriquer, en fait.
Et celle-là, elle coûte 50 €. Et une fois que tu l'as, après, tu n'as plus aucun frais dessus. C'est normal, 50 balles, c'est en acier brossé quand même du Cybertruck. Et ça dure, c'est valable 5 ans. Et, Non, et puis, c'est un objet particulier parce que quand tu te revois dans ta carte bancaire, normalement, ce que ça doit faire, c'est que tu te sens un tout petit peu plus concerné, en charge de ton argent. Ouais. Et puis dans la civilisation de l'image, ça permet aussi de faire des images. Et c'est un objet ça permet de se regarder avant de rentrer dans un rendez-vous. Aussi, vous avez un truc entre les dents. Il y a plein d'utilités possibles. Ouais. Non, mais en réalité, c'est vachement bien. Et merci pour ton explication, c'est vachement plus clair, tu vois. On peut mettre un lien, qu'est-ce qu'on peut mettre en dessous dans la vidéo? Qu'est-ce qu'on peut mettre comme lien pour Trade Republic? Eh ben, on peut mettre un lien de parrainage, par exemple. C'était pas prévu du tout, non, parce non, que mais la vérité, c'est que j'improvise. Je te pose la question, ce n'est pas sur les fiches. Et donc, on peut mettre un lien de parrainage pour Legend envers Trade Republic pour que les gens puissent télécharger l'application et l'installer en fait sur leur téléphone. On ouvre un compte en 5 minutes littéralement et on peut commencer à recevoir l'argent de la Banque Centrale Européenne que tout le monde devrait recevoir. Les 4% tout de suite. Bien sûr, ouais. Et on peut investir intelligemment en essayant de prendre le moins de risques possible. C'est le plus important parce qu'on veut que ça marche à long terme. De toute façon, même si vous n'avez pas de... Si vous êtes inquiet ou... comme moi, je le serais. Hein, je ne vais pas faire semblant si on a l'image et tout ça. Moi, ce que je ferais, c'est peut-être essayer de mettre un peu pendant 3 semaines. Tu vois déjà ce que ça met. Si, hop, tu retires. Tu vois que tu peux récupérer vraiment l'argent. C'est une des premières choses à faire. Tu vois que tu as gagné un petit peu. C'est et après, de déposer des sous et d'essayer de les retirer. Voilà. Quand vous entrez en relation avec un nouveau intermédiaire financier, tu vérifies avec une petite somme que tu peux faire un virement et le faire sortir. Tu mets 50 balles pendant le truc. 3 semaines et tu vois si tu as 53 € après. Et surtout, tu vois si tu peux le ressortir. Parce que tu as plein de plateformes fausses aujourd'hui qui sont montées par des arnaqueurs. Donc il faut faire très attention. Toi, tu es au milieu d'un environnement quand même. Ah, moi, je m'éclate parce qu'on est la seule boîte qui n'a pas peur de faire du marketing sur les réseaux sociaux. Et donc, on est les seuls, banques, à être en frontal, sur les réseaux, avec des équipes de créateurs de contenu, à dire « Attention, lui, c'est un arnaqueur », à communiquer avec les mots de cette jeune génération. Et puis, peut-être un dernier mot sur l'application, et un scoop, peut-être, pour Legend. Mais aujourd'hui, il est possible, dans l'appli aussi, de commander cette carte. On a lancé la liste d'attente il y a 2 semaines. Il y a 1 million de personnes en Europe qui l'ont demandé. 1 million de personnes. Donc si vous la voulez pour pouvoir commencer à gagner de l'argent sur votre épargne, quand vous dépensez... C'est-à-dire que tu dépenses 100 €, tu as 1 € d'action à chaque fois de plus sur ton portefeuille. Ouais. C'est un vrai outil d'investissement gratuit et de retraite. Ouais. Ok. Je suis vraiment content de ça et de ce deal avec Visa. Je vous mets le lien en cliquable sous la vidéo. Du coup, si vous voulez cliquer pour le retrouver, pour créer votre compte, ça va vite. En plus, je te dis, n'hésitez pas à le faire, essayez. Et mettez en commentaire, s'il vous plaît, ça, tu veux bien qu'on fasse ça? Ah ouais. Je trouve ça hyper intéressant. Mettez en commentaire, même si la vidéo elle a 1 mois, 2 mois, 3 mois ou même plus, ce que vous avez fait dessus, ce que vous avez réussi à gagner. Je trouve ça assez intéressant, le partage. Et moi, je viendrai répondre aux commentaires. D'accord. Eh ben, mettez en commentaire en dessous de la vidéo ce que vous en avez pensé, si vous avez créé votre compte, si vous avez bien reçu votre carte, si tout fonctionne bien, si vous avez bien retiré de l'argent, ce que vous avez gagné, si vous avez essayé d'investir dans un nouveau truc, si vous avez passé du temps sur l'appli, parce que c'est devenu un peu une passion d'acheter, de regarder, etc. C'est assez intéressant d'avoir un retour, un exemple, un avis d'expertise. Merci en tout cas à vous tous. Merci en tout cas pour l'information sur la carte. Hyper intéressant, puis merci de la donner ici. Les gens ont peur d'investir parce que tout le monde leur dit investir, c'est trader. Investir, c'est acheter la bonne action au bon moment. Les gens ont raison d'avoir peur en 2024. Je veux dire, tu peux te faire niquer au téléphone par des arnaqueurs de banque, tu peux te faire des fausses banques. C'est normal qu'on ait peur. L'argent, en ce moment, ça fait quand même peur avec tout ce qui se passe et tout ça. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce qu'il faut le faire ou pas? Je vais te citer des situations de la vie courante qui peut arriver à tous les Français. Tu vas nous dire si tu penses que c'est une bonne idée d'investir. Est-ce que c'est une bonne idée d'acheter une formation sur Snapchat pour devenir trader en seulement 1 semaine? Alors, ça pullule en ce moment. Je pense que c'est évidemment une idée qui va te faire perdre de l'argent. C'est certain que tu vas perdre de l'argent. Moi, je connais des particuliers qui gagnent de l'argent en faisant du trading vraiment comme des dingues toute la journée en bourse parce que ce sont des ultra passionnés. Mais on parle de quelques milliers de personnes en France. Et c'est des gens qui ont consacré des milliers d'heures, si tu veux. Exactement comme tu as des super pêcheurs, des super chasseurs, des passionnés de vélo le week-end, voilà. La même chose. Mais c'est très limité. Donc c'est un miroir aux alouettes.
Pourquoi, à la limite, faut le faire une fois? Parce que comme ça, tu vas vacciner ta cupidité et ta stupidité financière une bonne fois pour toutes. On dit toujours que investir, au début, tu vas perdre de l'argent. En fait, c'est que les formations pour devenir riche, je veux dire, si vraiment le mec était devenu riche, les gars, il ferait pas des formations. Voilà. Il serait pas là en train de donner sa recette, il la donnerait à sa sœur, à son frère, à son père, à sa mère, il donnerait à ses cousins, il donnerait pas à tout le monde. T'as une recette pour trouver pour devenir riche, tu la donnes pas à tout le monde. Des gens comme ça, j'en connais en France, et je les connais tous, si tu veux, moi. De quoi les vendeurs de rêve? Des gens qui ont vraiment gagné beaucoup de blé. Ah oui. Qui ont vraiment développé une méthode. Et qui choisissent, malgré le fait qu'ils ont plusieurs millions d'euros, vraiment, de faire de la pédagogie en ligne, j'en connais 5. Et ça existe. Mais c'est rarissime. Mais c'est payant. Et la plupart le font gratuitement. Oui, c'est ça. C'est du give back, ils donnent en retour. Parce que c'est des gens qui sont passionnés et d'investissement et de pédagogie. Mais c'est très rare. Donc, en vérité, comme il y a une prise de conscience, particulièrement chez les jeunes, que de la même manière qu'on arrête de gaspiller l'eau, la bouffe, l'électricité, il faut arrêter de gaspiller l'argent, eh ben, il y a énormément d'arnaqueurs qui sont venus. Je précise, il s'est passé la même chose sur le compte personnel de formation pendant des années en France, sur les travaux dans ta baraque pour faire de l'isolation thermique de ta baraque, de la rénovation de ta baraque et tout. Il s'est passé la même chose. Donc, c'est juste que là, il se passe une vague d'arnaques parce que c'est un sujet qui intéresse les gens. C'est vrai qu'il y a eu ça, fut un temps, sur les isolations, sur les panneaux solaires, parce que en fait, l'État a remboursé une grosse partie, du coup, il y a eu plein d'arnaques. Aujourd'hui, on tape sur les arnaqueurs, les voyous fluenceurs, les influenceurs voyous sur les réseaux sociaux, mais il ne faut pas oublier qu'il y en avait sur le Minitel. Il y avait des gens qui venaient de vendre dans ta baraque dans les années 90 des encyclopédies pour des prix délirants pour arnaquer des vieux. C'est vrai. Eh ben, c'est la même chose. C'est juste qu'aujourd'hui, ça se passe sur les réseaux sociaux, mais c'est les mêmes arnaqueurs souvent. Est-ce qu'il faut suivre ce pote qui dit « T'inquiète, cette crypto, elle va exploser » ? Alors, j'ai empêché mon frère d'investir dans du Bitcoin en 2014. Il t'en a voulu après ? Ouais, beaucoup. C'est pas simple, parce que tu peux pas dire qu'il n'y a pas des cryptos qui ont explosé et qui ont fait gagner de l'argent à des gens ces dernières années, parce que ça s'est passé. Mais c'est extrêmement difficile de le choper. Donc moi, je préfère toujours dire qu'est-ce qui va être facile à faire pour tout le monde, plutôt que de dire il y a un mec, une fois, qui a réussi à faire ça, du coup, tout le monde devrait essayer. Ouais, bien sûr. Donc, la réponse est non, il faut pas suivre ton pote. Si ton pote te dit forme-toi sur les cryptos, là, il faut l'écouter. Acheter des cartes Pokémon maintenant et les garder 20 ans pour qu'elles prennent de la valeur. C'est 5% de ton épargne totale et c'est un risque énorme. Acheter une action parce qu'elle augmente sans s'arrêter depuis plusieurs semaines. Il vaut mieux acheter une action qui monte qu'une action qui baisse. Est-ce qu'il faut l'acheter avec une grosse somme tout d'un coup ? Dans 95% des cas, tu vas te planter. Mais est-ce que moi, à titre perso, j'achète des actions qui montent depuis des années, tous les mois, des petites sommes ? Oui. Parce que une action qui monte, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est toujours le même miroir aux alouettes du « je sais quand je vais acheter et quand je vais vendre au bon moment ». Tous ceux qui te disent, c'est facile, tous ceux qui te disent « je sais que maintenant c'est le bon moment pour acheter cette action », c'est des mythos. Emprunter de l'argent à la banque pour l'investir en bourse. Est-ce que c'est une bonne idée ? Non, c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Parce qu'après, il faut le rembourser si ça foire. Bien sûr. Ouais. Non, tu prends pas un engagement certain face à un truc incertain. Est-ce que tu le fais pour acheter de l'immobilier ? Oui, ça s'appelle un crédit immobilier. Mais une baraque, même si ça peut baisser, et ça a été l'énorme crise aux États-Unis dans les années 2000, hein, c'est perçu comme moins risqué que des actions. Acheter de l'or, car ça bougera jamais. Phrase qu'on entend tout le temps. J'entends depuis petit aussi, des gens autour de moi, ils me disent « Ah, j'ai acheté de l'or, j'ai acheté de l'or ». Est-ce que c'est une bonne idée ? Moi, j'en ai, ouais. Et c'est monté ? Oui. Ça n'a fait que monter ? Non. Non ? Mais l'or, ce qui est intéressant, c'est que ça monte quand le reste de l'économie baisse. Et donc, en fait... C'est l'équilibre. C'est ce qu'on appelle... on dit tout le temps, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Bah, ça n'a jamais été aussi vrai que l'endroit où c'est tellement important de le comprendre. C'est en finance. C'est en finance.
Parce que, instinctivement, la cupidité naturelle des gens les amène à aller sur le truc, Ouais, et tout, mais la crypto, et on va faire all-in parce que comme ça, on va gagner au loto. Tu vois ? La vérité, c'est que ce qui fonctionne, c'est d'être raisonnable. Et donc, quand tu investis, le mieux, et aujourd'hui, tu as même des paniers où dedans, tu as tout. Des paniers où tu achètes un produit, dedans, tu as des actions, des obligations, de l'or, des métaux, de tout. est-ce que c'est une bonne idée d'acheter des NFT ? Non. Merci, fin de la discussion. Ah ouais, non, franchement... Non, les NFT, c'est un truc qui est très, très, très émergent, qui est très nouveau, et où, pour l'instant, tout s'est pété la gueule. Donc, je ne peux pas dire ça... c'est mauvais augure. Quoi. C'est pas un investissement. C'est comme quelqu'un qui s'achète une paire de lunettes de soleil sympa, ou voilà, Ouais, c'est un truc plaisir, quoi. C'est un achat, c'est pas un investissement. Est-ce qu'il faut suivre l'évolution de ces placements tous les jours quand on investit ? Surtout pas. Surtout pas ? Surtout pas. Il faut voir ça comme le judo. Mon Je vous objectif... présente Jean-Louis Métaphore. Métaphore chino, on m'appelait à une époque. C'est bien les images, ça permet d'imaginer. Non mais complètement, non mais c'est une vanne. Attends, Donc, j'ai oublié... le judo. Donc, ça m'a fait penser à une référence à une métaphore de casting le truc sur Canal, qui est vachement bien. Donc, le judo, ceinture blanche, tout le monde. Mhm. Mais tu passes pas de ceinture blanche à ceinture noire tout de suite. Donc, ceux qui sont arrivés jusqu'à la ceinture noire, c'est parce qu'ils y ont passé Des heures. du temps, Ouais, bien sûr. des efforts. Ouais, bien sûr. Ils ont galéré, peut-être même qu'ils se sont blessés, peut-être qu'ils ont... et ben, en investissement, c'est la même chose. Donc, tu regardes tes placements tous les jours, quand tu es capable de le faire. Mais sinon, le pire ennemi des gens face à l'épargne, c'est les émotions. Et donc, le moins tu donnes la chance à tes émotions de te faire une connerie, le mieux c'est. Est-ce qu'il faut mieux acheter son bien principal, son lieu de résidence principal, ou est-ce qu'il faut mieux louer aujourd'hui ? J'ai regardé les questions que les gens se posent. Ouais, c'est les forums. C'est évidemment, chaque cas est particulier. C'est-à-dire chaque situation est particulière parce que si tu réfléchis uniquement en termes financiers, tu as plein de gens qui sont capables de faire ça, qui réfléchissent uniquement en termes financiers. C'est-à-dire ils font un fichier Excel et ils se disent, si je loue, combien ça me coûte, combien je gagne, etc. Si j'achète, qu'est-ce qui se passe ? La vérité, c'est que l'immobilier, ça va au-delà d'un simple investissement. Pour l'immense majorité des gens, c'est important d'être chez soi. Donc, le conseil que je peux donner, moi, c'est pour ceux qui veulent être propriétaires, faites-le le plus tôt possible. Parce que le plus tôt vous le faites, le plus tôt vous vous habituez à épargner des sommes importantes tous les mois. Et ça va changer votre vie. Et ça aura un impact sur votre santé, sur vos relations avec vos enfants, sur votre capacité à faire ce que vous voulez pendant des décennies ensuite. On va parler des retraites, si tu veux bien, pour terminer justement, pour parler de ça. Tu disais qu'on n'aurait sûrement pas, nous, les mêmes retraites que les retraités d'aujourd'hui, que ça allait peut-être se casser la gueule, ou qu'on voyait déjà des réformes qui commencent à arriver. Là, donc dans 10 ans, il y en aura d'autres, dans 20 ans, encore pire, dans 30 ans, on n'en parle même pas. Ce serait quoi ton conseil pour les gens, là, pour se faire une bonne retraite ? La réponse très concrète, pratique, l'astuce, c'est 5% de ce que tu gagnes à partir de tes 30 ans jusqu'à tes 64 ans. Putain, j'ai 8 ans de retard. Donc, c'est pas grave, tu vas peut-être faire 6 ou 7, toi, ou 8. Mais la règle, c'est ça. Et parce que nous, on est capable de le faire, ça, il faut que tu gagnes 5% par an sur ton épargne. Les gens ont peur de réaliser 5% de performance tous les ans sur son épargne. Quand tu as un livret A qui est à 3%, c'est pas facile. Oui, bien sûr. Sauf que les actions du monde entier, depuis 120 ans, avec les pires guerres mondiales, crises, tout ce que tu veux, en moyenne, depuis 120 ans, ça fait 5,5% par an. Et donc, c'est possible de réaliser ça. La seule solution pour le faire, c'est de ne pas prendre de risques. Et donc, il faut acheter des petites sommes tous les mois dans le truc le plus diversifié possible. Aujourd'hui, ça s'appelle des ETF. C'est des paniers d'actions les plus larges possibles. C'est ça la meilleure manière de venir compléter par ton épargne ta retraite collective. On n'est pas des Américains. On n'est pas en train de faire du populisme. On n'est pas en train de dire
les États européens vont s'effondrer, la retraite, on n'en aura pas. C'est pas vrai. Les gens auront une retraite. Mais cette retraite, au lieu de leur donner 70-75% de leur dernier salaire, elle leur donnera 50%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les grands-parents de demain, toi et moi, si on fait rien, c'est écrit dans l'économie, si tu veux, quand nous, on sera grands-parents, on ne pourra pas aider financièrement nos enfants et nos petits-enfants. Et ça, c'est le pacte social européen depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, si tu veux pouvoir te payer des soins de santé, si tu veux pouvoir voyager à la fin de ta vie, après avoir trimé toute ta vie, si tu veux pouvoir accompagner tes enfants et tes petits-enfants, il faut que tu fasses un effort supplémentaire parce qu'on est de plus en plus vieux, parce qu'on est de plus en plus nombreux. Et donc, il faut faire cet effort d'épargne. La règle, elle est connue. C'est 5% de ce que tu gagnes à 5% de rendement à partir de tes 30 ans. Si tu commences à 20 ans, ce que font de plus en plus de jeunes aujourd'hui, si tu commences à faire ça à 20 ans, même avec 20 euros par mois, l'impact à 60 ans est beaucoup plus gros que si tu as commencé à 30 ans. Ça paraît dingue comme ça, mais ça s'appelle les intérêts composés. Si les gens doivent chercher un truc sur Internet de tout ça, c'est quoi les intérêts composés? Parce qu'une fois que tu as compris les intérêts composés, tu comprends que ton épargne, c'est comme une boule de neige qui descend une montagne et qui, plus elle est grosse, plus elle est grosse. Ouais, plus elle grossit. C'est exponentiel. Voilà, ouais. C'est ça. Et donc, avec l'investissement, il se passe la même chose. Et c'est ça que Albert Einstein appelait la 8e merveille du monde, les intérêts composés. C'est une des forces mathématiques les plus puissantes possibles. Donc prendre 5% de ses revenus et les placer à 5%, dans un taux, dans des actions qui peuvent nous permettre 5%. En tout cas, ça fait 120 ans qu'elles le font. Donc si vous pensez qu'il va y avoir de la croissance économique, c'est une bonne idée de le faire. Qu'est-ce que c'est que le mouvement FIRE, pour terminer, là, ce qu'on appelle les frugalistes? Moi, j'ai découvert ça aussi en préparant l'interview. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous, on est à mi-chemin entre deux mouvements de société très présents dans la génération Z, donc chez les jeunes, les moins de 34 ans aujourd'hui. C'est d'un côté, et c'est deux acronymes, ils aiment bien les acronymes, cette génération. C'est FIRE d'un côté et YOLO de l'autre. YOLO, c'est You Only Live Once. On n'a qu'une vie. Donc, on s'amuse, on dépense, on s'éclate. Et de l'autre côté, tu as cette génération qui est tellement inquiète pour l'avenir qu'elle essaye de devenir FIRE. Financially Independent, Retire Early. Ça veut dire indépendant financièrement, qui prend sa retraite tôt. Donc ces gens-là, le mouvement FIRE, aujourd'hui c'est des centaines de milliers de gens en Europe, c'est des gens qui, à partir de leurs 18 ans, quasiment tout ce qu'ils gagnent, ils l'investissent. Ils vivent avec des moyens très limités, c'est beaucoup plus facile à faire quand t'es jeune d'ailleurs, et tout ce qu'ils gagnent, ils l'épargnent, ils l'investissent, ils le placent, et ils le placent dans quoi? Dans des ETF, parce que quand tu fais... Genre ils vivent avec quoi? Je comprends. Ils vivent avec un tiers de ce qu'ils gagnent. Donc ils mangent des choses très peu chères, ils vivent dans des endroits en coloc, ils font très très attention. Ils sont le rapia de chez rapia de la mort. Ah oui, c'est ça, c'est des radins, quoi. De la mort qui tue. Tu vois le film Radin? Ouais. C'est ça, mais puissance 10. Par contre, à 35 ans, ils peuvent arrêter de travailler. Il y en a vraiment, ça? Ah, j'en connais plein, ouais. C'est vrai? Ouais, j'en connais plein qui ont créé des portefeuilles boursiers ou des portefeuilles d'épargne et d'investissement en 15-20 ans et qui, à 35-40 ans, gagnent, sans rien faire, 5 000 euros par mois. J'en connais plein. Avec leurs actions, vraiment? Oui, bien sûr. Ouais. Les riches, tu crois qu'ils sont devenus riches comment? Non, mais attends, c'est-à-dire que pour arriver à gagner... Arrête de poser des questions, du coup. Si tu dis, tu gagnes 5 000 euros par mois avec des actions, il faut combien sur un portefeuille pour arriver à gagner 5 000 euros par mois? Ça dépend. Ça dépend si tu veux toucher des dividendes. Ça dépend si tu veux vendre une partie de tes actions tous les ans, toutes celles qui ont monté pour dégager une plus-value. T'es en train de m'embrouiller, là. Tu fais plein de manières. Là, je te pose une question. En fait, je veux gagner 5 000 euros par mois. C'est forcément un pourcentage, parce que ça dépend, si tu veux, de plein de trucs. Mais grosso modo, à partir du moment où tu as épargné plus que 300 000 euros, tu peux potentiellement commencer à devenir autonome. Et après, les mecs FIRE, ils choisissent aussi des pays FIRE. Donc, ils choisissent des pays où on peut aller vivre pour moins cher, où on peut avoir une qualité de vie élevée en dépensant moins. Donc, ça dépend de plein de trucs. Et puis, ça dépend des années, enfin, ça dépend de plein de trucs.
Ce qui est important, c'est d'enclencher la démarche. Est-ce que la crise actuelle va continuer? Dernière question. Oui, un petit peu encore. Ouais. On est dans un cycle économique difficile où les taux d'intérêt sont très élevés. Donc pour les entreprises et pour les particuliers, c'est plus difficile de faire du crédit. C'est plus difficile de faire des projets. Donc c'est un vrai problème. On est dans une période où il y a des conflits géopolitiques énormes qui font peser des risques très forts. On pense évidemment au transport maritime aujourd'hui qui est très impacté, donc les containers coûtent beaucoup plus cher. Donc on pense à la dette des particuliers américains qui ont fait exploser les encours de cartes de crédit face à l'inflation. Donc oui, on est dans une situation économique qui est difficile. Néanmoins, les politiques qui sont menées fonctionnent plutôt correctement ces derniers temps. Et donc tout le monde espère que à la fin de l'année 2024, on reparte dans une dynamique économique beaucoup plus positive, portée entre autres par l'arrivée fracassante, et qui n'est pas une bulle pour le coup, de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Moi, c'est comme le DAU, ce truc-là, ça fait 30 ans que j'en entends parler. Bah, là, on commence à vraiment voir un impact positif dans les entreprises de l'arrivée d'outils grâce à l'intelligence artificielle. Petite question personnelle pour terminer, tu as 2 enfants. Ouais. Pas trop fatigué avec ton boulot, à la fois gérer l'Europe de Trade Republic, donc gérer beaucoup de voyages en même temps, etc., ouais. avoir 2 enfants. Ça fait des longues journées, des petites nuits? C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai compris comment mes parents étaient devenus vieux, en fait. C'est étonnant de voir comme quand tu deviens parent, et puis la vie, en fait, petit à petit, te prépare à t'abandonner encore un peu plus, quoi. La vie est assez bien faite, finalement. C'est assez bien fait. Hein. Ouais, ça se fait assez calmement. Donc oui, c'est très dur, ouais, c'est affreux même, de travailler autant, de s'occuper de ses enfants, oui, c'est intense, Tu m'as dit un truc très vrai, tu m'as dit c'est un transfert d'énergie vitale avec les enfants. Mais sur des années, pour ouais, ceux bien qui sûr. sont parents, je pense que c'est le truc qui parlera le plus, c'est vraiment ça. Ouais. T'as l'impression que tu te donnes toute ton énergie, quoi. Ouais, c'est la priorité des priorités. Tes enfants, ils voudraient bosser en finance ou pas? Plus tard? Non, enfin pas pour l'instant. Ils sont pas encore petits. Ouais, moi, ma fille veut être chimiste avec l'inspiration de Marie Curie. Et mon fils, c'est pas trop encore, probablement casser des trucs. Il a 6 ans. Ouais. En revanche, les deux sont hyper assidus sur leur tirelire. Ils gèrent vachement bien leur tirelire parce que comme ils me voient pas, quand ils me voient pas, ils veulent savoir où je suis. Quand ils veulent savoir où je suis, il leur arrive de regarder un écran pour voir des interviews, des vidéos que j'ai pu faire. Et comme ils m'ont entendu parler d'épargne et tout, ils sont au taquet sur leur tirelire, c'est hyper mignon. Tu leur donnes de l'argent de poche? Bien sûr, ouais. Tu les habitues direct? Ah, puis en plus, s'ils l'épargnent, s'ils sont malins, s'ils font les trucs bien, ils ont des bonus, tu vois. Ah, c'est vrai? Ah bah bien sûr. Tu mets 2 bonbons dans la boîte, et bon, ils seront tous secs, mais t'en auras 4. Enfin, bien joué. Ah, tu leur donnes des bonus. Tu les éduques. Je fais ce que l'école de la République devrait faire avec tous les Français. Ah. Et on espère que les choses vont changer parce que. Dernier sujet, effectivement. C'est bien d'apprendre à disséquer des grenouilles. C'est bien d'apprendre qui était le roi en 1430. C'est important, l'histoire. Non, d'accord, mais je suis passionné d'histoire. Plus que les grenouilles. Tu vois ce que je veux dire? C'est important de savoir que tel élément cumulé à tel élément, ça fait une bombe. Mais c'est aussi important de savoir comment on gère un budget familial. C'est aussi important de connaître les intérêts composés. C'est aussi important de comprendre les frais exprimés en pourcentage. Parce que c'est l'arnaque du système bancaire, c'est ça. C'est les frais exprimés en pourcentage. Et ça, on devrait l'apprendre à l'école. Donc je vous donne rendez-vous dans quelques mois, parce que ça suffit en fait. Et donc on va essayer, avec nos millions de clients, avec nos partenaires, avec l'écosystème qui est en train de se construire autour de Trade Republic, de faire bouger les lignes et de challenger un petit peu les pouvoirs publics, parce que l'éducation financière à l'école, c'est plus un gros mot, et c'est même devenu indispensable. Il faudrait que ça existe pour tout le monde dès pas le plus jeune âge, mais si quand même. Le bon moment, c'est la 4e et la 3e. J'allais dire 14 ans, 13-14 ans. Ouais. Le bon moment, c'est la 4e et la 3e. Le plus important, c'est que ça touche tout le monde, parce qu'aujourd'hui, tu as 15% de la population qui reçoit une éducation financière, et c'est des enfants de riches. Parce que l'éducation financière aujourd'hui, c'est intrafamilial. Ça se fait par la famille. Et c'est ce qu'on appelle un déterminisme social, puisque si tu es riche, tu vas rester riche. Et si tu es pauvre,
Ça va être beaucoup plus dur pour devenir riche. Ouais. Et ça, l'école peut le casser, ce mauvais cercle-là. Et donc, voilà, c'est un vrai challenge. C'est vrai que c'est un des trucs les plus intéressants que tu as dit dans la conférence, et j'ai adoré, je t'en avais même parlé. C'est effectivement, il n'y a pas d'éducation financière à l'école. Tu n'apprends pas à gérer un budget, tu n'apprends pas à faire des trucs vraiment utiles pour, si tu veux créer d'un coup une boulangerie, quand tu as 19 ans, que tu es apprenti et que tu veux te lancer, on n'a aucune formation en fait. Aucune. Avant, c'était pas trop grave, parce que l'État s'occupait de tout. Et qu'on était un des pays les plus riches du monde. On brûlait notre thune parce qu'on en avait beaucoup. Aujourd'hui, c'est plus la même. Ah, c'est plus la même. Et donc, voilà, c'est exactement la même logique que la transition écologique. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Mathias, c'était vraiment super. Je vais mettre le lien, je vais rappeler, tout à l'heure on vous a dit qu'on vous a mis un lien dans l'émission. Je vous mets le lien en dessous, en cliquable sous la vidéo. Si vous voulez prendre l'application Trade Republic, vous ouvrir un compte, essayer d'épargner, mettre de l'argent, le reprendre, voir que ça fonctionne bien. Vous pouvez aller voir sur Internet, il y a plein d'articles de toute façon, comme quoi c'est bien confirmé, que c'est allemand, que c'est fiable, etc. Ouais, bien sûr. Merci d'avoir expliqué concrètement l'évolution future des banques. C'est un peu ça, ce que tu disais. Et merci d'avoir été honnête sur toutes les questions. Je t'ai posé vraiment toutes les questions que les gens se posaient sur Internet. Tu m'as dit, franchement, pose-moi tout, j'ai pas de tabou. Il n'y en a pas une que j'ai enlevée. J'ai beaucoup de chance, parce que depuis 3 ans, j'ai le droit de dire ce que je pense. Et quand tu es porte-parole d'une entreprise, ça change beaucoup de choses. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci à toi. Mathias Bacchino, avec l'accent mi-italien, mi-espagnol. Les gars, en tout cas, merci de vous abonner de plus en plus nombreux sur Légende. Prenez 2 minutes pour vous abonner si vous voulez bien, que ce soit sur YouTube, sur Instagram aussi, on est de plus en plus nombreux, sur TikTok. Vous pouvez mettre un petit commentaire sous la vidéo, comme je vous disais, sur Trade Republic, même vous mettre des petits messages sympas, ça nous fait toujours plaisir. Un petit pouce en l'air aussi, ça nous aide vraiment sur le référencement, et la petite cloche, comme ça, quand il y a une notification, vous êtes avertis. On met une émission tous les mercredis, les vendredis et les dimanches, 3 interviews par semaine. Et merci de nous écouter de plus en plus nombreux. On est numéro 1 aujourd'hui des podcasts audio en France. Merci à vous tous de nous écouter sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Je sais que vous êtes hyper nombreux à nous écouter en faisant du sport, en allant bosser ou en faisant du vélo, etc. Merci à vous tous d'être de plus en plus nombreux, et à la semaine prochaine.